Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Tattoo Change, le podcast dédié au change management. Nous vous l'avions promis, chaque mois, ce sont des hommes et des femmes experts dans le domaine qui s'emparent du micro pour répondre à une problématique précise. Aujourd'hui, c'est la résistance au changement. Ainsi, dans ce 3e épisode, c'est Arnaud Tonnelet, consultant, coach et auteur, qui avec beaucoup d'exemples parlants, nous indique comment l'anticiper, comment la minimiser et surtout, comment la gérer pour mener à bien votre projet. Nous espérons que cet épisode va vous plaire, qu'il vous sera utile et nous vous souhaitons surtout une très belle écoute. Bonjour Arnaud et bienvenue sur le podcast Tattoo Change. Aujourd'hui, avec l'équipe, on a décidé de mettre les pieds dans le plat et de parler d'un sujet qui est difficile. C'est la résistance au changement. Alors, il est difficile pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est clairement humain, il est difficile à mesurer, il est difficile à s'avouer et à avouer aux autres, et il peut venir saboter un super projet. Donc aujourd'hui, le but de ce podcast, c'est d'en comprendre les causes et aussi d'y apporter des solutions concrètes. Donc je vais commencer par une question très simple. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Oui, bonjour Clara, donc je m'appelle Arnaud Tonnelet, je suis coach individuel d'équipe et d'organisation au sein cabinet de conseil en stratégie Care Partners. J'ai 54 ans et j'ai donc une trentaine d'années d'expérience et d'ancienneté dans le domaine du changement et de la transformation, que ce soit sur un plan collectif en accompagnant les entreprises et les équipes de direction, ou que ce soit sur un plan individuel en accompagnant les managers et les dirigeants. Voilà. Super. Pour aller dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut définir ce qu'est la résistance au changement et nous donner des exemples précis de comment elle se manifeste ? Bon, c'est quelque chose d'extrêmement simple. La résistance au changement, c'est la manifestation plus ou moins visible du fait qu'un projet, qu'un changement, qu'une transformation, que ce soit à petite échelle dans une équipe, à grande échelle dans une entreprise, ou à très grande échelle au niveau de la société, par exemple, c'est la manifestation du fait que le projet n'avance pas, qu'il coince et qu'on a du mal à atteindre les résultats, on a du mal à tenir les délais, on a du mal à tenir les budgets. C'est tout ce qui fait que ça n'avance pas. On en a des exemples tous les jours dans à peu près tous les domaines. Et ça se manifeste comment, par exemple ? Est-ce que c'est des gens qui ne veulent pas travailler, des gens qui proposent d'autres solutions, des gens qui sont en total désaccord à chaque fois dès qu'un argument est posé ? En fait, ça peut être un peu tout ça. Ça peut aller du plus visible, à savoir, je ne sais pas, moi, des manifestations, des grèves, donc des choses qui sont extrêmement visibles. Ça peut être aussi des manifestations de mécontentement dans les organisations, dans les équipes, jusqu'à des manifestations beaucoup plus ténues, beaucoup plus subtiles, si je puis dire, c'est-à-dire une forme de résistance passive qui ne se manifeste pas, qui ne se donne pas à voir, et donc qui prend un petit peu de temps à s'apercevoir qu'elle est là. Et au fond, c'est des gens qui ne font pas ce qu'on leur demande, des gens qui font autre chose que ce qu'on leur demande, des gens qui disent oui, mais qui font non, des gens qui ne coopèrent pas, des gens qui, vous leur demandez de faire quelque chose, ils font autre chose. Et donc, on a une gradation infinie du plus fin au plus grossier, si je puis dire, au plus visible. J'allais dire, l'avantage d'avoir des manifestations visibles, c'est qu'au moins c'est clair. On peut s'en emparer, on peut faire quelque chose avec. C'est évidemment beaucoup plus difficile quand c'est ténu, quand c'est des manifestations qu'on ne voit pas, parce que là, ça prend davantage de temps et c'est un peu plus complexe à résoudre. Comment on peut l'expliquer, cette résistance ? Est-ce que c'est quelque chose d'inhérent finalement à l'être humain ou alors il y a des facteurs intrinsèques comme l'âge, la culture, le genre qui vont venir créer des courants de pensée et créer justement cet écart ? Alors, comment l'expliquer ? C'est extrêmement simple là aussi, c'est que l'être humain, il a deux particularités. C'est qu'il est extrêmement doué pour coopérer et il est extrêmement doué pour résister au changement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les deux caractéristiques chez lui. Et donc, ce qui va faire qu'il va décider de coopérer, qu'il va décider de résister, c'est profondément la façon dont il perçoit
à la fois ce qu'on lui présente, c'est-à-dire le changement qu'on lui présente, un projet de loi, un projet de transformation, un projet de réorganisation, un projet de système d'information, que sais-je encore. Donc, en fonction de ce qu'il en comprend et de ce qu'il comprend de son intérêt, il va décider de coopérer ou il va décider de résister. Voilà. Donc, c'est une décision. Après, évidemment, l'âge, la culture, le genre peuvent venir influencer là-dessus. C'est évident qu'on ne va pas coopérer de la même façon à un projet en fonction de ce qu'on va y laisser, si je puis dire, des plumes qu'on va y laisser. Et donc, on n'a pas les mêmes ressources à 20 ans, à 30 ans, à 60 ans. Donc, ce n'est pas tellement lié à l'âge, c'est lié aux ressources qu'on a et puis à la façon dont on va se projeter dans le projet. Mais les deux sont là. Donc, il y a une question d'abord de sens. Voilà, si on perçoit le sens ou si on ne le perçoit pas. Et puis, le deuxième grand facteur, c'est la façon dont on va s'y prendre. Si on place les acteurs en situation de passivité et de simple exécutant, il y a de fortes chances, en tout cas c'était un facteur, je dirais, aggravant, pour que les acteurs résistent à ça. Pourquoi ? Parce que l'être humain est ainsi fait qu'il a envie qu'on le considère comme un adulte, qu'il donne une place dans le changement, qu'on le rende actif, qu'il ait une influence sur le processus de décision. Et donc si tout cela n'est pas intégré dans le processus de conduite du changement, il y a des chances que les acteurs ne le prennent pas bien. Je ne dirais pas qu'ils vont se vexer, mais ils vont dire écoutez, vous avez tout décidé de votre côté, donc débrouillez-vous, nous on va retourner à nos moutons. La résistance, c'est une affaire relationnelle, ce n'est pas une affaire psychologique ou émotionnelle. C'est d'abord la façon dont on traite les acteurs. Donc la conduite du changement, c'est comment on intègre les acteurs, quelle place on leur fait dans le processus de changement. Est-ce qu'on les considère ? Est-ce qu'on les associe ? Donc, tous ces facteurs-là, évidemment, sont des facteurs facilitants. Et inversement, vous avez quelque chose qui est top-down, descendant, j'allais dire autoritaire, pour ne pas dire autocratique. Ça va coincer. Voilà. Donc après, on rentre dans du rapport de force. D'accord. Toi, de ton expérience, est-ce que tu as vu beaucoup de projets qui ont pu échouer à cause de ces résistances ? Et si oui, est-ce que tu sais dans quelle proportion ça se manifeste ? Alors, la réponse est oui, j'en ai vu beaucoup. Je dirais que c'est presque inhérent. Hein. On pourrait résumer la conduite du changement à la gestion, l'anticipation ou l'évitement des résistances. La conduite du changement, c'est comment éviter les résistances. C'est spontanément là, donc il faut dans quelle proportion, je pourrais parler de mon expérience, mais si on regarde un peu les études qui sont faites, j'en parle dans l'un de mes livres, l'étude la plus ancienne que j'ai trouvée, elle date de 1995, donc ça fait maintenant pas loin de 30 ans, et on est sur une proportion à peu près des 2/3 des projets de transformation qui échouent, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas leurs résultats, qui débordent de délais, qui sont en dehors des clous des résultats attendus, etc. Et au fil des années, l'étude la plus récente que j'ai trouvée, elle a 2-3 ans. Ce qu'il y a d'extrêmement frappant, c'est que la proportion n'a pas bougé. On est sur la même proportion d'à peu près les 2/3. Alors ça peut varier, hein. Ça peut pas monter aux 3/4. Mais comme ces dimensions-là, comme la question de la résistance n'est pas traitée, ou elle est elle-même maltraitée, c'est-à-dire qu'on va la traiter uniquement à coup de communication, de facilitation, et on va espérer que les gens rentrent dans les clous. Comme cette résistance au changement est traitée de façon peu amateur, je vais le dire comme ça, d'accord. On a toujours autant de transformations qui échouent, qui sont rallongées, se font à un coût humain assez prohibitif. Et on le voit dans différentes manifestations aujourd'hui dans les entreprises. L'absentéisme qui augmente, les burn-out qui augmentent, l'amplification des démarches de qualité de vie au travail. Donc, la résistance au changement, c'est comment on traite les gens. Voilà. Après, je le redis, ça va dépendre du rapport de force qui existe. Mais
évidemment, il faut éviter, si autant que faire se peut, de rentrer dans ce rapport de force. Mais ça signifie à un moment donné qu'il faut se poser la question de quel partage du pouvoir, quelle place on donne aux acteurs. Est-ce qu'on leur laisse une place pour qu'ils puissent décider ou au moins influer sur le processus de décision, de conditions de travail. D'accord. Alors, de ce que je comprends, la réponse va être oui, mais est-ce qu'elle doit toujours être prise en compte ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est légitime de penser finalement que si le projet, la solution technique est bonne, les équipes se laisseront convaincre par la suite avec l'avancement du projet ? Ah, ce serait tellement bien que ça marche simple, on adorerait, évidemment, et donc c'est évidemment la croyance qu'on a tous en tête. Si mon projet est bon, si ma solution technique est bonne, si mon projet de loi est bon, si mon projet de réforme est bon, et bien évidemment, comme un seul homme, les équipes vont suivre. Donc on adorerait que ça fonctionne comme ça, franchement. Oui, c'est sûr. Tellement chouette. Mais malheureusement, l'être humain est un petit peu plus sophistiqué que ça, et il ne suffit pas que la partie rationnelle du projet soit bonne. Voilà. D'abord, la première chose, c'est que ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Quand vous installez une nouvelle organisation, ça va faire des gagnants et ça va faire des perdants. Donc les gagnants vont trouver que c'est formidable, le projet est formidable. Ceux qui, en revanche, y laissent des plumes vont avoir un avis un petit peu différent. Quand vous changez les retraites, il y en a des gens qui vont trouver ça super et il y en a qui vont être un peu perdants. Donc, il faudrait déjà parvenir à un consensus sur la solution technique est bonne. Oui, peut-être, mais pour qui ? Bon, ça, c'est un premier point. Donc, c'est quand même extrêmement rare qu'un projet de changement soit bon pour tout le monde. Ce qui est bon pour le PDG n'est pas forcément bon pour l'ouvrier. Ce qui est bon pour l'ouvrier n'est pas forcément bon pour le PDG, etc. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point est que non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un sens qui est bon, voilà, qui est en tout cas argumenté, rationnel, documenté. Il y a une deuxième dimension qui est la méthode, c'est-à-dire le comment. Or, cette question du comment, elle est généralement extrêmement sous-investie. C'est d'ailleurs bien ça souvent qu'on fait appel à des spécialistes, à des experts, parce que autant on sait ce qu'on veut, j'appellerais un peu le quoi, on sait pourquoi on fait ça, donc le pourquoi est traité, le quoi est traité, mais le comment est souvent un petit peu traité par-dessus la jambe. On va dire, allez, on va faire un peu de communication. Ok, mais moi j'ai l'habitude de dire que si la communication suffisait, on n'aurait plus de fumeurs. Pourquoi ? Parce que c'est marqué partout que fumer n'est pas très bon pour la santé. Donc si les gens résistent, c'est qu'il y a d'autres motifs que le sens ou la solution technique. Il y a aussi la méthode. Et malheureusement, je trouve que cette question de méthode, pourtant, c'est pas faute d'avoir accumulé du savoir. Ce savoir, l'avoir mis dans des livres qui sont accessibles à tous. Et bien, ce savoir ne se diffuse pas, ou pas suffisamment. Et on continue à croire qu'un petit peu de formation, un petit peu de communication, un petit peu de facilitation, ça va permettre au projet de bien fonctionner. Malheureusement, ça n'est pas le cas. C'est un petit peu plus complexe que ça, et ça suppose de se poser la question de comment on pense le pouvoir, comment on pense la décision et quelle place on fait aux acteurs. Donc, est-ce que la méthode, finalement, ça passe par la place qu'on donne aux acteurs, comme tu viens de dire, ou ça passe également par plus de choses ? Alors, il faudrait j'ai écrit quelques livres qui font tous au total 1000 pages. Oui, on le mettra dans la description. Mais, là, quand même, avec cette question, moi, souvent, je résume ça avec une équation. Je dis l'efficacité du changement, que j'appelle E, c'est au fond les résultats qu'on vise, est égale à la lettre Q, qui est la qualité technique de notre changement, c'est-à-dire là, la partie rationnelle, multipliée par la lettre A. Donc, E égale Q fois A. Et la lettre A, c'est quoi ? On a longtemps pensé que ça pouvait être l'adhésion. Et on s'est aperçu qu'en fait, non, ce n'est pas l'adhésion. Il y a des projets auxquels les acteurs adhèrent, et pour autant, ça ne marche pas. Et puis, inversement, il y a des projets sur lesquels l'adhésion est relativement moyenne, et pour autant qui avancent. En fait, la lettre A, c'est la lettre de l'action. De l'action, ok.
rôle on donne aux acteurs pour qu'ils soient actifs, c'est-à-dire qu'ils arrivent à influer sur le processus de décision, qu'ils arrivent à avoir un rôle. Et quand on change ce regard-là et qu'on quitte un petit peu la lettre Q de la question technique et qu'on bascule dans la lettre A, c'est un signe multiplié qui est au milieu, c'est pas un signe plus, c'est-à-dire qu'on peut avoir une excellente solution technique et pour autant, si on ne se préoccupe pas des acteurs qui sont derrière, eh ben, ça va avoir du mal à fonctionner. Pendant longtemps, j'ai donné un cours à des chefs de projet informatiques et une question un petit peu idiote que je leur posais très rapidement, c'est je leur demandais sur quoi ils travaillaient, donc sur un logiciel, sur une appli, etc., etc. Et la question que je leur posais, qui était un petit peu idiote, c'est est-ce que vous avez envie que votre projet il marche? Alors ils me regardaient avec des grands yeux en se disant mais c'est qui ce neuneu? Et je leur disais mais ce qui va faire que votre projet marche, c'est bien sûr la qualité de votre appli ou de votre système, à n'en pas douter, mais il y a des gens derrière. Il y a des gens qui vont devoir appliquer ça. Et donc, si on ne s'en préoccupe pas, eh ben, ils vont, eux, pas se préoccuper de votre projet. Donc, ils vont mettre leur énergie ailleurs. Okay. Donc, préoccupez-vous quand même des gens qui sont un petit peu derrière, c'est-à-dire de quoi ils ont besoin, vraiment. Il ne s'agit pas de leur dire de quoi ils ont besoin, il s'agit de les écouter, comment ils ont envie de travailler, qu'est-ce qui est important pour eux, etc., etc. Donc, il y a un travail d'écoute qui est quand même extrêmement important, mais qui n'est pas juste fait pour, donner l'impression qu'on écoute, qui est un travail qui est fait pour véritablement intégrer les acteurs dans le projet. Et là, on commence à avoir quelque chose qui diminue la résistance. Alors après, on peut dire, ça prend du temps. Bien sûr que ça prend du temps. Le changement prend du temps. J'ai la faiblesse de croire que de procéder de cette façon va globalement prendre moins de temps que de procéder autrement. Voilà. Et là, les études sont assez claires sur le sujet. Il n'y a pas photo entre des projets qui fonctionnent et des projets qui ne fonctionnent pas. Chaque fois, on retrouve cette question clé. Alors du coup, de ce que je comprends, il faut donner du sens au projet, mais aussi du sens finalement dans le rôle des acteurs pour les impliquer et pour que le projet soit mené à bien. Il faut plus que donner du sens, il faut le co-construire, ce sens. D'accord, co-construire avec ses équipes. C'est-à-dire que donner du sens, ça signifierait qu'il y ait un sens qui soit inhérent et qu'il suffit de le communiquer de façon habile et de façon suffisamment répétée pour que ça rentre dans les têtes. Moi, je dis toujours à mes clients et stagiaires que je peux avoir en formation que le sens se co-construit. C'est-à-dire qu'il faut mettre les gens autour d'une table et se dire, au fond, quel sens a cette opération? Quel sens ça a pour vous, Monsieur Martin, Madame Durand, telle équipe, tel pays, tel business unit? Et donc, il y a un processus de co-construction à engager. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient en disant asseyez-vous, je vais vous dire quel est le sens de la démarche. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que ce qui a du sens pour vous peut ne pas en avoir pour le voisin. Donc, rien que le sens est déjà une démarche de co-construction. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de la résistance passive, notamment celle qui est muette. Comment on arrive finalement à impliquer ces gens-là? C'est pas extrêmement compliqué. On a des outils là-dessus. Là aussi, les livres sont pleins. On veut des outils, la stratégie des alliés, la carte des acteurs, l'analyse d'impact. Bref, tout ça, c'est un peu de la tambouille méthodologique. Je dirais, c'est comme dans la vie réelle. Les entreprises et les organisations sont des ensembles humains qui fonctionnent comme dans la vie réelle. Comment on fait pour impliquer les gens dans la vie réelle? On établit un lien avec eux, on parle, on discute, on échange, on construit. Je dis souvent qu'au fond, la conduite du changement, c'est de la négociation. Voilà. On peut dire que c'est de la co-construction. Il faut négocier, c'est-à-dire qu'il faut discuter, il faut échanger. Voilà. À quelles conditions vous êtes prêt à vous engager sur ce projet? Qu'est-ce qui vous intéresserait dans ce projet? Qu'est-ce qui vous poserait difficulté? Et puis de faire ce travail un petit peu lent, mais qui est un travail solide. C'est comme quand vous construisez une maison, vous ne démarrez pas par le toit, vous démarrez par les fondations.
Donc, comment on arrive à détecter cette résistance passive ? En allant à l'écoute. Moi, je le vois dans les grands groupes de travail, par exemple. On dit les gens ne se sont pas exprimés, donc ils sont d'accord. En fait, c'est exactement l'inverse. Oui. Quand les gens ne s'expriment pas, et plus vous travaillez en grands ateliers, moins les gens s'expriment. Comme on dit, qui ne dit mot ne consent pas. Donc, il faut que les gens s'expriment, mais il faut que cette expression, encore une fois, ne soit pas manipulatoire. Le but n'est pas d'écouter, de noter sur un paperboard et de dire aux gens « c'est formidable, maintenant on va dérouler le projet ». C'est que cette écoute est du matériau pour construire le projet avec eux. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer nous-mêmes à nos objectifs, ça veut dire qu'il faut qu'on crée un processus dans lequel on va traiter nos acteurs et nos cibles, si je puis dire, comme des pairs, PAIRS, c'est-à-dire comme des partenaires. Et donc, quand on réorganise, ou quand on déploie un projet, quel qu'il soit, comment on considère les gens qu'on a en face de soi comme des co-constructeurs qui ont leur place. Parce que, in fine, c'est eux qui vont faire la réussite ou l'échec, sauf à basculer dans un autre mode, qui est un mode beaucoup plus directif. Mais là-dessus, je le redis, si on passe en mode directif, tout va dépendre du rapport de force. Donc, moi, je dis souvent à mes clients, si vous voulez basculer dans un mode hiérarchique et autoritaire, assurez-vous d'être le plus fort, parce que parfois, ça n'est pas le cas. Et même quand vous êtes les plus forts, ça signifie que derrière, il va falloir que les gens coopèrent avec vous pour déployer vos solutions ou votre projet. Si vous leur avez tordu le bras pendant quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, il y a des chances qu'au moment de déployer, ils vous renvoient l'appareil, que ça fonctionne un peu en boomerang. Donc il faut toujours être vigilant par rapport à ces méthodes qui, croit-on, vont nous faire gagner du temps. En fait, assez souvent, elles nous en font perdre parce qu'on a coincé tout le système humain. D'accord. Et du coup, t'en as beaucoup parlé même, mais pour anticiper ce phénomène naturel de résistance, on doit mettre en place beaucoup d'ateliers de communication. Est-ce qu'on doit mettre en place aussi en parallèle des FAQ, des ateliers réguliers de feedback ? Est-ce qu'il y a des choses finalement que tu préconiserais ? Ou une méthode à appliquer ? Tout ce dont tu parles, Clara, va évidemment dans le bon sens. Il faut créer un chemin sur lequel on embarque les acteurs. Et donc, il faut que dans ce chemin, les gens y trouvent un intérêt. Voilà, il faut qu'ils trouvent un intérêt, il faut qu'ils aient envie. Donc, la question qu'on se pose, généralement, c'est qu'est-ce qui fait que les acteurs vont avoir intérêt à ce que ce projet marche ? Qu'est-ce qui fait que les acteurs vont avoir envie qu'il marche ? Donc, c'est bien sûr des ateliers de communication, mais que j'aimerais volontiers appeler des ateliers de co-construction. C'est construire ensemble le chemin et la cible. À ces conditions, oui, ça va bien fonctionner. Je rappelle quand même quelque chose que j'ai dit au départ, que la résistance est un phénomène naturel, mais ni plus ni moins que la coopération. Ah d'accord, au même titre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire l'être humain est naturellement résistant. Ou alors, si on dit ça, il faut aussitôt compléter cette phrase par une deuxième, l'être humain est naturellement porté à la coopération. C'est-à-dire qu'il y a les deux. D'accord. Qu'est-ce qui fait que les acteurs vont choisir l'un ou l'autre ? Ça va dépendre de nos méthodes. On l'a dit, du coup, la co-construction des ateliers, c'est essentiel, et la communication qui va avec. Mais du coup, quel discours et quelle posture doit avoir le porteur de projet face à des équipes, finalement, à des collaborateurs qui, on l'a dit, sont différents et qui peuvent avoir des aspirations différentes ? Si je suis le grand réformateur en chef d'un sujet qui s'appelle, admettons quelque chose que tout le monde connaît, qui est la réforme des retraites, évidemment, si j'utilise les mêmes méthodes avec quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui en a 40, quelqu'un qui en a 60, quelqu'un qui est dans le secteur public, quelqu'un qui est dans le secteur privé, quelqu'un qui est dans le libéral, quelqu'un qui est salarié, quelqu'un qui est dans une grande entreprise, quelqu'un qui est dans une petite entreprise. Tous ces gens-là, ils ont des intérêts différents. Si je fais la même chose avec tout le monde, je rate tout le monde.
Voilà. D'accord. Donc, la conduite du changement, c'est des éléments de stratégie, comme les militaires l'apprennent, mais c'est aussi des éléments de tactique. C'est-à-dire comment on va s'y prendre, population par population. C'est clair que des salariés de 25 ans n'ont pas les mêmes intérêts que des collaborateurs qui en ont 40, des collaborateurs qui en ont 30, des gens qui sont avec diplôme, des gens qui sont sans diplôme. Donc, il va falloir être un peu fin et se dire au fond quels sont les intérêts spécifiques de chacune des populations. Si je devais prendre une image pour bien se voir ça, c'est regardons comment fonctionne une campagne électorale. Bon. Comment ils font les candidats ? Eh bien, ils repèrent toutes les populations. C'est clair qu'on ne va pas faire de la même façon avec des gens du Sud, avec des gens du Nord, avec des régions qui sont pauvres et des régions qui sont riches, avec des régions où il y a beaucoup de retraités, des régions jeunes. C'est-à-dire qu'il va falloir rentrer dans cette finesse-là. Alors, parfois, on dit on n'a pas le temps. Ok, n'ayez pas le temps. Mais à un moment donné, le temps que vous allez gagner à faire de la même façon pour tout le monde, vous allez le perdre, que vous allez probablement générer des résistances. Simplement, ce n'est pas maintenant que vous allez le voir, c'est peut-être dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Et vous allez être déçus des résultats parce que vous n'aurez pas été assez fin. C'est une discipline qui demande de la finesse. Ok. Que fait-on si la stratégie déployée est la bonne, qu'il y a une méthodologie rigoureuse qui est appliquée et également des ateliers de co-construction finalement qui sont fréquents, mais on se retrouve tout de même face à un groupe d'irréductibles gaulois qui restent entêtés et campent sur leur position initiale? De la façon la plus simple possible, on ne les gère pas. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais quand j'étais jeune consultant, il y a une trentaine d'années, moi j'ai appris une méthode avec Jean-Christian Fauvet, qui était le grand gourou du cabinet Bossard Consultant, et qui a développé toute une méthode qu'on appelle la sociodynamique. Et dans cette méthode-là, un point particulier était ce qu'on appelait la stratégie des alliés. Et qu'est-ce qu'il nous disait, Jean-Christian Fauvet ? Il nous disait, un projet, ça n'échoue pas parce qu'il y a des opposants, ça échoue parce qu'il n'y a pas assez d'alliés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plutôt que de mettre de l'énergie à convaincre et à faire rentrer de toute force dans un projet des gens qui n'ont pas envie, on va appeler de façon très réductrice des opposants, je mets plein de guillemets, eh ben, travaillons plutôt avec des alliés, c'est-à-dire les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, pourraient avoir intérêt à ce que le projet fonctionne. Et c'est avec ces gens-là qu'on va avancer. C'est la même chose dans le domaine des relations internationales. Qu'est-ce que font les pays quand ils veulent engager une opération ? Eh ben, ils cherchent des alliés. Ils vont s'entourer d'alliés. Et donc, ma suggestion, quand vous menez un projet, c'est, certes, vous aurez probablement ce que tu as appelé, Clara, des irréductibles gaulois. Oui. Alors d'abord, ça vaut le coup quand même de les écouter, parce qu'ils ont souvent des choses intéressantes à dire. Et donc, ça peut être intéressant de voir quel deal on peut passer avec ces irréductibles gaulois. Et de fait, c'est quand même ce qu'ont fait les Romains. C'est qu'à un moment donné, ils ont quand même associé les Gaulois. Ils leur ont donné un rôle dans l'Empire romain. Donc, ils ont été plutôt malins. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est plutôt d'aller chercher des gens qui ont envie, voilà, et de travailler avec eux. D'accord. Et je me fais l'avocat du diable, mais dans le cas où la résistance s'explique parce que les stratégies déployées par l'entreprise n'ont pas été concluantes, comment est-ce qu'on arrive à regagner finalement le dynamisme, la confiance, l'envie de ces équipes si on applique la même stratégie avec l'action qu'on doit donner aux acteurs, etc. Alors, c'est une question qui est intéressante. Le premier point que j'aimerais souligner, c'est que moi, je préconise beaucoup quand même, d'être dans du préventif. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile d'éviter les résistances que de les traiter une fois qu'elles sont là. Alors, je m'inspire de quoi ? Moi, je m'inspire au fond un peu de la médecine chinoise. La médecine chinoise, elle nous dit quoi ? Elle nous dit je suis médecin, mon rôle, ça n'est pas de vous soigner quand vous êtes malade, c'est de faire en sorte que vous ne tombiez pas malade.
Donc, je ne vais pas prioritairement m'occuper des maladies, je vais prioritairement m'occuper de la bonne santé. Ça a l'air de rien, mais c'est un changement à peu près complet de paradigme. Ça veut dire de faire en sorte que les résistances n'apparaissent pas, faire en sorte que la confiance reste là, etc., etc. Donc, je réponds un peu à côté de ta question au début, mais c'est quand même pour dire, faisons en sorte de ne pas abîmer ce capital qui est déjà présent, ce capital de dynamisme, de confiance, etc. Bon. Si tout de même ce capital a été endommagé, ben ça se reconstruit. Ça se reconstruit comme dans une médiation, ça se reconstruit en permettant aux acteurs de purger tout ce qu'ils ont vécu de négatif, en écoutant. On sait par exemple que derrière l'émotion de la colère, il y a un besoin de préparation. Bon. Et ben, quand les gens sont en colère, on ne va pas chercher à les convaincre, on va chercher à les écouter pour qu'ils puissent dire ce qui les a mis en colère. Et une fois qu'on a fait ça, ben, comment on reconstruit ? On rentre dans une deuxième étape qui est qu'on va co-construire avec eux. Donc on peut reconstruire le dynamisme, on peut reconstruire la confiance. C'est possible, mais c'est un petit peu plus long et un petit peu plus coûteux que d'avoir fonctionné de façon un peu préventive. Voilà. Tous les gens qui ont une voiture, eh ben, ils font en sorte que la voiture ne tombe pas en panne en l'emmenant chez le garagiste une fois ou deux par an en préventif, plutôt que de la réparer une fois qu'elle est cassée. C'est possible, mais ça va coûter plus cher et ça va laisser des traces. Voilà. Donc c'est cette approche préventive que j'aimerais qu'on essaye de développer dans les organisations, parce qu'elle est moins douloureuse, moins consommatrice de temps, moins coûteuse. On voit tout de même que ça demande une certaine intelligence émotionnelle, beaucoup d'empathie. Est-ce que tu as des ressources à recommander à nos auditeurs, que ce soit sous forme de podcasts, de livres, de films, pour faciliter la compréhension du porteur du projet, ou alors au contraire aider ceux qui sont réticents au changement à mieux l'accepter ? Alors, je vais sans doute faire une réponse un petit peu décevante. Des livres, il y en a plein. Ok. Donc, la première chose, c'est déjà, moi j'invite souvent les gens qui font ce métier, c'est déjà d'acquérir des connaissances, d'acquérir des compétences. Ça a l'air très très bête ce que je raconte. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de soi-disant experts qui ne possèdent pas les rudiments de ces métiers. Donc, la première invitation, c'est aller chercher les compétences. Il y en a, il y a des formations, il y a des bouquins, il y a des experts. Ça ferait bizarre que je cite mes propres livres, donc je ne le ferai pas. Mais on les mettra en tout cas, ils sont très bien. Il y a des livres. Bon. La deuxième chose, en fait, que j'aimerais dire, c'est que ce sujet du changement, la résistance au changement, c'est des choses qu'on vit dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, il ne faut pas considérer que l'entreprise ou les organisations au sens large, les hôpitaux, les associations, les administrations, que sais-je, sont des univers différents de ce qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on a les bons réflexes, on a la bonne intelligence émotionnelle, on a l'empathie nécessaire pour collaborer, ne serait-ce qu'au sein de son couple, au sein de sa famille, avec ses amis, dans une association. Et bien en fait, c'est les mêmes gens qu'on retrouve dans les grandes organisations. Donc, il n'y a pas de raison que la façon dont on se comporte dans les organisations diffère de la façon dont on se comporte dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on est poli, on demande l'avis des gens, on les écoute, on prend leur avis, on aime bien être écouté soi-même, on aime bien prendre le temps, en tout cas, le nécessaire. Donc, toutes ces compétences-là, paradoxalement, on les a. Donc, moi, j'invite souvent les personnes à dire, mais ces compétences-là, c'est les mêmes qu'il faut mobiliser dans les entreprises, c'est-à-dire des compétences d'écoute, de compréhension, de co-construction, d'association, de partage du sens, de construction du sens. Voilà. Après, ce que vous apporteront les films, les audios, les livres, etc., c'est des compétences un peu techniques. C'est des outils, il y en a, il en faut. Je ne vais pas dire le contraire. L'un de mes livres s'appelle 65 outils pour conduire le changement. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais d'abord, c'est une compétence de la vie de tous les jours, le changement.
Donc, ramenons un peu de bon sens. Voilà, faisons confiance un petit peu à la façon dont on se comporte tous les jours, et ces compétences-là, réinjectons-les dans l'entreprise. Si on est aimable avec son voisin, il y a plus de chances pour qu'il accepte de discuter de comment on va tailler la haie. Bien sûr. Si inversement, on prend une décision sans l'associer, sans le solliciter, il y a des chances qu'il est un peu mauvaise. Donc, dans les entreprises, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Très intéressant. Ardo, dernière question. Quelle est la personne que tu aimerais entendre sur ce podcast ? Oh, il y en a plein. Il y en a des Françaises, des étrangères. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, par exemple, un François Dupuis. Voilà, un François Dupuis. Moi, j'ai quand même beaucoup été influencé par ses écrits, qui est un sociologue des organisations de l'école de Michel Crozier. Michel Crozier est malheureusement disparu aujourd'hui. Je peux l'écouter, mais François Dupuis a des choses de très intéressantes. On pourrait aller chercher d'autres types de personnalités, mais ça peut être une personne que vous sollicitez. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. J'ai eu un réel plaisir à le faire et je suis sûre qu'il aidera un grand nombre de nos auditeurs. Eh bien, tant mieux. Si ça peut aider, c'est l'essentiel. Merci Clara. Merci beaucoup Arnaud. Si vous êtes encore ici, c'est que le podcast vous a plu et nous en sommes ravis. Ainsi, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tout retour est également bon à prendre. Alors, pensez à nous écrire, nous partager des sujets, des problématiques ou des idées d'invités. Je vous conseille également de consulter ou d'acheter les livres d'Arnaud qui sont de véritables mines d'or et qui facilitent beaucoup la compréhension du change management. Vous pouvez les trouver dans la description de l'épisode. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour le prochain.